Bienvenue dans Euronews Soir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations européennes et internationales. Voici les titres de ce journal. La faillite brutale du voyagiste Thomas Cook, 600 000 personnes vont devoir être rapatriées. Les emplois de 22 000 salariés sont menacés. Dans l'actualité également, la question du placement des proches des combattants islamiques. L'une de nos journalistes s'est rendue dans un camp en Syrie. Elle est avec nous dans ce journal pour en parler. Et puis ce procès exceptionnel en France, celui de l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières décennies. Sur le banc des accusés, le médicament Mediator, les laboratoires Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Un anniversaire, enfin, les 70 ans du boss Bruce Springsteen. La star américaine du rock est l'un des artistes qui a vendu le plus d'albums aux États-Unis, avec des tubes aussi connus que Born in the USA. Je vous le disais en titre, le voyagiste britannique Thomas Cook vit ses dernières heures. L'entreprise n'a pas pu trouver les 227 millions d'euros nécessaires à sa survie. On fait le point avec Christophe Garrache. C'est l'un des tout derniers avions affrétés par Thomas Cook à avoir atterri à Manchester. Faute d'avoir pu trouver un accord de refinancement, le tour opérateur britannique s'est résolu à annoncer sa faillite lundi, aux premières heures de la matinée. Un accident industriel sans précédent, rapidement confirmé par le PDG de l'entreprise. Je tiens à m'excuser auprès de mes 21 000 collègues qui, je le sais, auront le cœur brisé. Vous vous êtes tous battus si fort pour faire de Thomas Cook un succès. Deuxièmement, je voudrais m'excuser auprès de tous nos clients, ceux qui sont en vacances avec nous en ce moment. Au total, près de 600 000 vacanciers ont appris au dernier moment que leur vol était définitivement annulé. Ce sont principalement des Britanniques et des Allemands qui vont devoir être rapatriés. L'autorité de l'aviation civile s'efforce de ramener les gens au Royaume-Uni. C'est notre rôle. Dans d'autres pays d'Europe, le régulateur et les gouvernements seront responsables des dispositions prises dans leur domaine. Le dépôt de bilan de la compagnie s'est joué à la toute dernière minute. L'entreprise n'a pas pu réunir les 227 millions d'euros nécessaires à sa survie. Ils ont gardé leurs objectifs, mais ils n'ont pas bien réalisé que les gens, surtout les jeunes, préféraient s'adresser aux principales agences de voyage. Ils ont été lents à s'adapter à Internet et ils n'ont pas fait attention aux compagnies aériennes à bas prix. Ironie de l'histoire, en pleine crise du Brexit, c'est grâce à une directive européenne que la plupart des vacanciers britanniques, pris au piège dans cette faillite, devraient pouvoir être remboursés ou rapatriés. 5000 victimes, 376 avocats, 25 prévenus. Le procès du médicament Mediator qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris est hors norme à la mesure de l'ampleur de ce scandale sanitaire. Julien Pavy. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans le box des accusés, une vingtaine de prévenus, dont le groupe pharmaceutique Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Tous doivent répondre de leurs actes dans le scandale dit du Mediator, un médicament antidiabétique largement prescrit comme coupe-faim dans les années 2000. Le Mediator est tenu pour responsable de centaines de morts, sans oublier les nombreux malades, dont certains souffrent toujours de graves pathologies cardiaques et pulmonaires. Les parties civiles dénoncent les mensonges du laboratoire Servier, accusé d'avoir caché la dangerosité du Mediator, retiré du marché en 2009 en France, 6 ans après son retrait des ventes en Espagne et en Italie. Ce procès doit s'étaler sur 7 mois. Il concerne essentiellement des faits de tromperie aggravée. L'instruction pour homicide et blessures involontaires est toujours en cours. Direction le nord-est de la Syrie. Le camp d'Al-Hol est le plus grand à accueillir les proches des combattants de l'État islamique. Près de 75 000 personnes. Quel avenir pour ces femmes et ces enfants ? Où les placer ? Voyez ce reportage de notre journaliste Annelise Borges. Raqqa, en Syrie, le 10 août 2017. Lorsque les forces démocratiques syriennes sont entrées dans Raqqa il y a 2 ans, soutenues par les frappes aériennes de la coalition internationale, elles voulaient éliminer l'État islamique. 3 mois de guerre ont dévasté la ville et ont sonné la fin du califat autoproclamé de Daesh.
Mais ce n'était que le début d'un long processus pour vaincre l'idéologie du groupe terroriste. Les rues de Raqqa rappellent à quel point la guerre contre Daesh a été brutale. Des bâtiments entiers ont été rasés et des milliers de personnes seraient mortes ici. Certaines parties de l'ancienne capitale de l'État islamique ne sont aujourd'hui que tas de ruines, mais des cellules dormantes du groupe terroriste sont encore actives dans la région. Après la chute du dernier bastion du groupe en Syrie, des combattants présumés de Daesh ont été emprisonnés. Leurs familles ont été placées dans ce qui équivaut à des camps d'internement dans le nord-est du pays. Al-Hol est le plus grand d'entre eux. Il compte aujourd'hui près de 75 000 habitants. Parmi eux, des femmes et des enfants de plus d'une cinquantaine de pays, qui, selon les autorités du camp, continuent à vivre d'après les règles du califat. Bien sûr qu'ils sont dangereux. Ils ont beaucoup de problèmes. Et il y a eu des cas dans le camp qui prouvent qu'ils sont toujours perdus. Les responsables du camp évoquent l'incendie des tentes comme une forme de punition infligée à ceux qui sont perçus comme ne respectant pas les lois de l'islam radical. Et il y a plus. Il n'y a pas si longtemps, un étranger a demandé à nos soldats d'emmener une des femmes au marché pour acheter quelque chose pour ses enfants. Nous avons envoyé les gardes avec eux et quand l'étranger lui a tourné le dos, elle l'a poignardé avec un couteau. En juillet, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait un drapeau noir de Daesh hissé dans un camp. Très près de l'endroit où nous sommes autorisés à entrer. Pour essayer de les comprendre, nous avons demandé à rencontrer les femmes du camp d'Al-Hol. Dans ce qu'on appelle l'annexe, la section où les étrangers sont gardés, la grande majorité n'a pas accepté d'être filmée. Mais hors caméra, ils ont reconnu que certains d'entre eux s'accrochaient encore aux idées de Daesh. D'autres, cependant, ont dit qu'ils cherchaient un moyen de sortir. Celle que l'on appellera M est française et voudrait quitter ce camp. Elle a accepté de nous donner une interview, mais nous a demandé de ne pas révéler son identité par crainte de ce qui pourrait arriver si elle est autorisée à retourner dans son pays d'origine. M sait qu'il sera difficile pour les gens de comprendre ses choix. Je sais que j'ai choisi d'être là-bas. J'aurais pu sortir avant, je ne l'ai pas fait, j'avais peur. Je ne voulais pas aller en prison, je ne voulais pas perdre mon fils, pas perdre mon mari. Et après, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire et c'est vrai que quand on rentre dans cet État islamique, après, on n'est pas libre de nos faits et gestes. Tout le monde suspecte tout le monde. Donc quelqu'un qui arrive et qui dit après je veux partir, ça ne se passe pas comme ça. De nombreux pays sont encore aux prises avec la question de savoir comment séparer les délinquants des victimes. L'avenir de M est incertain. Alors que la plus grande partie de l'Europe tourne le dos aux ressortissants nationaux qui ont rejoint Daesh, estimant qu'ils ont fait de même lorsqu'ils ont choisi de se ranger du côté du groupe terroriste, les analystes de la sécurité et les experts du terrorisme se demandent si cela pourrait alimenter la haine et l'idéologie que l'Occident a essayé de supprimer. Ce qui se passe dans ces camps peut aider à déterminer si la guerre contre le groupe terroriste État islamique a réellement été gagnée, explique Annelise Borges, envoyée dans le nord-est de la Syrie pour Euronews. Et pour parler de ce sujet, je reçois sur ce plateau Annelise Borges. Bonsoir Annelise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors on vient de le voir dans votre reportage, des femmes et des enfants proches des derniers combattants de l'État islamique. La question maintenant est d'évaluer leur niveau de dangerosité. Comment cela va-t-il se mettre en place ? Ça, c'est une question très très difficile. Pour beaucoup de gouvernements partout dans le monde, on parle de 50 nationalités représentées à Al-Hol uniquement, ce camp que vous avez vu dans le reportage. Quand je les ai parlé à ces femmes, beaucoup d'entre elles me disaient qu'elles n'avaient rien fait de mal, qu'elles étaient innocentes. Quand on parle avec des analystes, avec des experts sur le terrorisme, ils disent qu'effectivement, il y a certaines d'entre elles qui ont été emmenées dans le califat de Daesh
contre leur volonté. Par contre, il y a un groupe quand même important qui ont soutenu la cause activement, qui ont peut-être se battu pour Daesh. Mais ces experts-là, ils disent que même pour ces femmes qui sont peut-être effectivement dangereuses, l'idée de les laisser là-bas, de les laisser dans ce genre de camp, c'est encore pire. C'est une idée, c'est une très mauvaise idée. Et à nouveau, quand je parlais à ces femmes-là, elles me disaient, elles parlaient d'une narrative de victimisation. Elles disaient qu'elles avaient été abandonnées par leur pays d'origine, par leur gouvernement. Et même si elles acceptaient qu'elles aussi, elles avaient abandonné leur pays pour partir là-bas, parmi elles se disaient que c'était pas juste non plus de ne pas leur donner un prix à payer, de ne pas leur dire quel sera leur futur et qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent pour avoir une deuxième chance. Alors justement, dans votre reportage, on perçoit beaucoup de détresse chez ces femmes. Vous qui leur avez parlé, la question du futur, comment ces femmes envisagent-elles leur avenir maintenant? En fait, c'était assez puissant de les entendre parler parce qu'elles n'ont aucune idée, elles savent vraiment pas qu'est-ce que va se passer. Et elles me posaient la question à moi. Elles me disaient, je rencontrais plusieurs femmes françaises qui me demandaient est-ce qu'on parle de nous en France? Et qu'est-ce qu'on dit? Il y a beaucoup de rumeurs dans ce genre de situation. Elles n'ont pas forcément accès à les bonnes informations, et nous non plus d'ailleurs. Et donc, mais la narrative, c'était toujours celle de on n'a rien fait, même si on n'est pas fier d'être venu. Et j'ai entendu ça plusieurs fois. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une femme qui me disait, il n'y a personne ici dans ce camp qui va vous dire qu'on est fier, on n'a pas commis une erreur. On sait qu'on a commis une erreur. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour prouver qu'on n'est pas dangereuse et que pour prouver qu'on pourrait revenir et qu'on ne va pas menacer les gens, on n'est pas une menace. Elles pensent beaucoup à leurs enfants, bien évidemment, parce que là, on parle aussi d'une situation très difficile pour les enfants. Ces femmes-là me parlaient que ce n'était pas juste que leurs fils et leurs filles payent par leurs erreurs. Elles sont dans une zone très sensible où il y a encore de cellules de Daesh qui opèrent et elles pourraient être effectivement une proie très facile pour le recrutement, d'où le danger dont ces experts parlent, de ne pas laisser ces femmes-là parce que ça serait vraiment un ticking bomb, comme on dit en anglais, une bombe à retardement. Merci beaucoup Anne-Lise de votre témoignage. Je rappelle à nos téléspectateurs que votre documentaire sur les enfants européens de Daesh sera diffusé à partir de vendredi sur Euronews. Exactement. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité. Et l'actualité, c'est aussi de la musique et un anniversaire avec les 70 ans aujourd'hui de Bruce Springsteen, star incontestée du rock américain. Julien Pavy. Il est né aux États-Unis il y a tout juste 70 ans. Bruce Springsteen, The Boss, légende incontestée du rock, fête son 70e anniversaire. Maintes fois récompensé, y compris de la plus haute distinction civile américaine, Springsteen est au cœur d'un documentaire baptisé Western Stars, qui est aussi le nom de son 19e album studio. Album dans lequel il évoque l'Amérique, comme il le fait depuis ses débuts à l'aube des années 70. Ce n'est qu'une continuation des histoires que j'ai écrites durant toute ma carrière. Et j'espère que ce sera une source d'inspiration, de plaisir et que les gens vont apprécier. En près de 50 ans de carrière, Bruce Springsteen a vendu plus de 135 millions d'albums dans le monde. Plus qu'une star du rock, il est devenu une icône de l'Amérique profonde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews, l'information continue. Très belle soirée, à demain.